quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Injonction à la performance, culte de la performance, reproduction de clichés, ce n'est plus à prouver. L'impact de la pornographie sur la sexualité des hommes et des femmes est bien réel. En tout cas, une chose est sûre, les Français, qu'ils soient en couple ou bien célibataires, ont de moins en moins de relations sexuelles, révèle une récente étude de l'IFOP. Ce constat étant bien posé, que faire quand la pornographie s'incruste dans votre couple jusqu'à l'empoisonner, l'enfermer? Est-ce irrémédiable quand l'un ou l'autre des conjoints a plongé dans la pornographie? Comment vivre en gros avec une personne addicte au porno? Eh bien, on en parle aujourd'hui sans tabou avec mes 3 invités dans cette émission Quai de Sens. J'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Anne-Sixtine Perardel. Bonjour Anne-Sixtine. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir dans Moi cette aussi. émission Quai de Sens. Vous êtes conseillère en vie affective et sexuelle, vous êtes sexothérapeute, vous avez créé un groupe de parole dédié aux femmes justement qui souffrent des conséquences de la consommation de pornographie dans leur couple, et vous avez publié il y a quelques années Révolutionner sa vie affective qui était paru chez Artage, mais toujours à découvrir, hein, c'est pas un ouvrage préhistorique. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Boulanger. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Vous êtes psychopraticien intégratif, sexothérapeute, et votre spécialité, vous accueillez, vous disiez juste avant de commencer l'émission que 50% de votre patientèle, de votre clientèle, ce sont justement des personnes qui sont de près ou de loin impactées par la pornographie, c'est ça? Qui sont plutôt des victimes d'abus et de violences sexuelles. Donc ça peut être lié aussi Ça peut voilà, être de une des leur... conséquences, voilà. mais plutôt le psychotrauma. en effet. Enfin, vous connaissez bien en tout cas tous les impacts et tout ce qui est lié à donc les violences, mais aussi ce climat extrêmement sexualisant et sexualisé de notre société, voilà, et qui nuit bien souvent à la santé du couple et de la sexualité. Et nous sommes enfin en ligne avec notre témoin du jour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue Emmanuel dans cette émission. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez 35 ans, vous êtes marié depuis 13 ans maintenant, Emmanuel. Votre mari, je crois, avoué, vous avez eu la chance, et au moins il l'a reconnu, il vous a avoué son addiction il y a 10 ans. Vous avez ensemble, j'en sais rien si vous allez nous le dire, mais après plusieurs tentatives de suivi justement pour qu'il puisse arrêter son addiction, ça s'est un peu écroulé, et c'est un peu comme cela que ça s'est passé depuis quelques temps maintenant. Emmanuel, est-ce que son addiction avait commencé il y a combien de temps avant qu'il l'ait partagé avec vous, qu'il l'ait reconnu au fond auprès de vous? Son addiction, il l'avait depuis qu'il a 12-13 ans. Donc, et vous l'aviez jamais vous aviez Non. jamais Non, je l'avais jamais vu, jamais pressenti. J'avais aucune idée qu'il avait cette addiction-là. Il se cachait très bien. D'accord. Et c'était dans mon imaginaire, c'était impensable de toute façon que mon mari puisse toucher du porno. Donc, Comment ça, excusez-moi de vous poser la question, mais comment l'avez-vous découvert? C'est lui qui vous l'a dit? Vraiment? C'est lui qui me l'a dit, ouais. Un soir, je me souviens, il m'avait envoyé un message en me disant « Il faut que je te parle ce soir ». Ouais. Et il est rentré du boulot, et en fait, c'est pendant le dîner, il m'a dit « Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose, ça me pèse trop. Voilà, je suis addict au porno, ça fait des années que ça dure, j'arrive pas à m'en sortir. » Et ils se sont sentis bêtes, honteux, penauds, et je l'ai vraiment vécu comme un appel au secours. Vous êtes tombé de votre chaise, Emmanuel? Oui, quand même, oui, parce que je n'attendais pas du tout, donc ça a été compliqué à gérer émotionnellement, mais tout de suite j'ai refoulé mes émotions en me disant « Faut que je sois là pour lui. Ça sert à rien que je fasse un scandale, que je crie ou autre, parce que de toute façon, ça n'arrangera rien. Par contre, il faut que je sois là pour lui et qu'on trouve maintenant une solution. » Et la solution, c'était Anne-Sixtine Perardel qui vous l'a, entre guillemets, donnée, puisque vous avez découvert son groupe de parole. Anne-Sixtine, ce fameux groupe de... Il a un nom, ce groupe de parole, ou pas? Oui, c'est le cercle des conjointes. C'est vraiment Le cercle des conjointes. Ça, c'est vraiment la C'est proposition. que des conjointes. C'est que des conjointes. Moi, je pensais qu'il venait en couple, en fait. Non. Non, je peux accompagner maintenant les couples. Je vais prendre en charge les couples. Je vais prendre en charge les personnes addictes aussi. Je vais prendre en charge les conjointes. Mais comme je recevais beaucoup de conjointes dans mon cabinet en individuel et elles se sentaient très seules, je me suis dit, c'est quand même, il y a quand même quelque chose à proposer qui pourrait vraiment faire en sorte que déjà elles ne se sentent plus seules. Et ce groupe, je l'ai appelé le cercle des conjointes, on va dire un peu plus tard. Mais c'est vraiment, le titre au départ, c'était « Vous n'êtes pas seul ».
C'est-à-dire, vous vivez quelque chose dans la honte, dans le tabou, parce que tu vas pas dire avec grande joie que ton conjoint consomme du porno. C'est pas le truc dont tu vas te vanter. Une addiction, c'est toujours un peu douloureux, et pour la personne qui est addict, mais aussi pour son entourage. Et en fait, l'entourage de l'addiction à la pornographie, on l'a complètement oublié. Donc c'est le premier groupe francophone de paroles pour les conjointes. Il n'y avait rien du tout qui était proposé de façon francophone. Donc les Anglais, les Américains sont assez en avance sur ces sujets, mais en France ou francophone, il n'y avait rien du tout. Mathieu Boulanger, on met un pied dedans, c'est fichu. On est, comme vous savez, comme au Mont-Saint-Michel, on est englué et on finit par se laisser aspirer par la spirale du porno. Ça se passe comme ça? Non. Allons-y, Mathieu Boulanger. Moi, mon expérience clinique, c'est que les personnes qui viennent me consulter, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui parlent d'être addicts au porno que de personnes qui ont une réelle addiction. Alors, racontez-nous ça. Comment ça? Mais je crois que le fait de consommer du porno, alors déjà, peut-être pour contextualiser, l'idée, c'est pas du tout de banaliser le porno. Il y a eu, y compris ici, sur cette émission, Anne Sixtine aussi en parle, j'ai pu écouter des interviews. Bien évidemment, la violence du porno, bien évidemment les conditions du porno, il ne s'agit pas de banaliser tout ça. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui... La première question qu'on pose dans le cabinet d'un sexothérapeute, partout, c'est « est-ce que je suis normal ?» Quel que soit le sujet. Qu'on vienne sur un sujet d'éjaculation précoce, de vaginisme, de perte de désir, la première question qu'on pose à un sexothérapeute, c'est « est-ce que je suis normal ?» Donc, l'invité qui est avec nous là sur ce plateau, elle parle « mais j'imaginais même pas que mon mari puisse toucher à du porno. » Donc voilà, un jour, moi j'ai quelqu'un qui est venu dans mon cabinet, qui était très croyant et qui m'a dit « je viens vous voir parce que j'ai commis des actes de masturbation. » Donc la phrase, il n'y a rien qui va dans la phrase. J'ai commis des actes, ce qu'on commet, c'est des crimes, ce qu'on commet. Voilà, donc j'ai commis des actes de masturbation. Donc il y a vraiment de la honte, de la culpabilité. Moi, j'ai un de mes mentors en sexothérapie qui s'appelle Alain Héril, il dit souvent la sexualité, c'est l'acte 3 de la scène 5, quoi. C'est le grand drame. C'est les maladies sexuellement transmissibles, c'est le viol. Est-ce que la sexualité, ça peut être autre chose, de plus lumineux? Et donc, du coup, déjà, voilà, il faut peut-être évoquer, peut-être séparer le sujet de la masturbation et le sujet du porno. Déjà, il faut peut-être faire ce tri. Et très souvent, juste se masturber quand on est en couple, ça peut être insupportable pour le partenaire. Rien que ça. Donc le niveau de sécurité ou d'insécurité de l'autre. Donc voilà, moi je constate dans mon cabinet qu'il y a plein de personnes qui arrivent, j'ai une addiction au porno, j'ai un problème avec le porno. En réalité, ils ont un problème qui est beaucoup plus existentiel, qui est un problème de couple, qui est un problème de confiance en soi, qui est un problème de manque criant d'éducation sexuelle, qui est un problème, on est dans une société où on a les visioconférences, on a l'IA, tout nous invite à être désincarnés, donc on se touche de moins en moins, on est de moins en moins en contact. Donc les personnes qui viennent me voir... L'être humain n'aime pas ça, la nature humaine n'aime pas ça, donc fuir le naturel et revient immédiatement au galop, évidemment, malheureusement pas forcément par la bonne fenêtre, n'est-ce pas? Vous confirmez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Complètement. Que le problème vient en fait d'ailleurs, oui et non, c'est-à-dire que je pense que quand on entend le témoignage d'Emmanuel, son conjoint a été confronté à la pornographie quand il était adolescent. À 12 ans, ça à 12-13 ans. Donc il faut vraiment comprendre l'impact que ça a sur un enfant qui est en pleine puberté, 12-13 ans en pleine puberté, confronté à des images extrêmement choquantes, extrêmement violentes, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui vont sidérer son cerveau. Il y a violence là. Ouais. Il y a une forme de violence. Moi, je parle de viol psychique, justement, parce qu'en fait, il y a une effraction du psychisme qui est absolument pas prêt ni à vivre la sexualité, ni à vivre la sexualité d'une manière aussi violente, à travers des écrans, voire celle des autres. Enfin, c'est vraiment très, très présent, en tout cas, et très, très impactant sur un enfant. Ça l'est aussi chez un adulte. Mais de fait, cette première confrontation laisse une marque d'une certaine manière à l'intérieur de cet enfant, dans sa mémoire aussi bien psychologique que physique. Et en fait, pour certains, ils vont retourner voir du porno par curiosité, pour avoir des réponses d'éducation sexuelle, etc. Et d'autres pour apprendre à réguler leurs émotions. Et c'est pour ça, quand tu disais justement le côté... certains disent qu'ils ont une addiction au porno et le problème est plus vaste, c'est qu'en fait, ils utilisent la pornographie pour réguler leurs émotions très souvent. C'est-à-dire, ça va gérer certaines tensions, certains stress. À la fin d'une journée hyper difficile de travail, ils savent pas gérer autrement leur stress. Ils vont aller regarder un porno, se masturber, avoir cette décharge de dopamine extrêmement puissante et agréable.
mais qui ne satisfait pas Qui ne le résout besoin rien, de en fait. fond. Voilà, exactement. J'ai une journée qui a été très difficile, de quoi j'ai besoin fondamentalement. Ouais. Peut-être pas de porno. Et peut-être une écoute, enfin peut-être plein de choses, mais tout sauf ça. Emmanuel, vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce que votre couple, j'ai l'impression, parce que si vous en êtes rendu compte, pardon de vous demander ça, hein, mais si vous en êtes rendu compte de façon aussi brutale, et surtout, vous en êtes pas rendu compte, ce qui arrive très souvent, je crois, par hasard, c'est-à-dire que c'est vous qui auriez pu découvrir votre mari en train de regarder un porno, enfin, le coup classique. Ça veut dire que votre couple allait bien, point d'interrogation, tout se passait bien, que ce soit dans la chambre à coucher qu'ailleurs. Il jouait sur les 2 tableaux, Oui. si je puis dire. Emmanuel, pardon, ça y est, ça commence les jeux de mots. En toute simplicité. Non, mais c'est vrai que la question se pose quand même. C'est pour ça que comment se passait la vie intime avec votre mari jusqu'à ce qu'il vous le dise au fond? J'ai envie de dire très bien. Donc là, ça n'impactait pas. Il n'y a pas forcément Non, d'impact. ça n'impacte pas et ça n'a jamais impacté. D'accord. Donc moi, je pensais qu'il y avait Jamais. toujours des impacts. Vous voyez, comme quoi, voilà. Non, il a jamais voulu justement reproduire ce qu'il voyait avec moi. Là-dessus, il a toujours été hyper respectueux et j'ai eu de la chance parce que je sais, je suis pas un cas unique, loin de là, heureusement, mais que là-dessus, mon mari a toujours fait attention et je le remercie. Ouais. Anne-Sixtine, ouais. Et moi, je le vois. On parlait de dissociation normalement, mais... Mais en fait, pour certains, ils voient bien que les femmes dans le porno, c'est pas les mêmes que leurs conjointes. Et donc, d'ailleurs, certains fantasmes qu'ils vont pouvoir avoir à cause du porno, ils vont le garder en tant que fantasme. Ils vont garder ça pour leur masturbation. Certains vont aller voir des prostituées. Mais vous voyez, ça va être une vraie ça coupe distinction. pas toute la machine, hein. Ça coupe pas Non, le système. Pas pour tous. Mais en fait, c'est là où on peut Ça difficilement dépend. faire des généralités. Exactement. C'est un peu la difficulté. Ouais, L'enjeu, et je pense que ça c'est important, c'est que il y a vraiment une culpabilité et un choc qui apparaît pour certaines conjointes. Moi, c'est vraiment sur ça que sur ça que j'appuie, parce que c'est vraiment l'addiction. C'est normal d'être sur son téléphone dans la journée. C'est normal d'être sur son ordinateur dans la journée. Si tu travailles en plus en visio, on en parlait juste avant, etc. C'est une activité, c'est comme manger, dormir, se laver. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir une signification autre que travailler sur son ordinateur ou jouer sur son téléphone de manière tout à fait ludique. innocente. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que ce choc peut être si violent pour certaines conjointes, c'est que ça revisite un petit peu tout ce qu'elles avaient construit et ce qu'elles pensaient de leur conjoint. Elles pensent d'un coup, et ça peut-être Emmanuel pourra le témoigner, mais qu'elles redécouvrent leur conjoint. J'ai des femmes qui m'ont témoigné dans le groupe de parole notamment qu'elles avaient enlevé leur alliance quand elles avaient découvert. C'était vraiment une rupture du contrat, de confiance, d'intimité avec l'autre. Et elles vivent ça comme une infidélité. J'ai marqué numérique. trahison sur mon papier, demandé à Mathieu Boulanger. Que vous avez parlé de masturbation tout à l'heure. Rien que ça, déjà, ça peut être perçu pour la conjointe ou pour le conjoint, parce que ça peut arriver peut-être dans l'autre sens aussi, mais je pense que c'est moins fréquent, effectivement, que ce soit vécu comme une trahison. C'est vrai, dès le premier... voilà, ça fait une autre émission, quasiment. En effet. Quand on discute avec des confrères, des consoeurs sexothérapeutes, quand on discute entre nous, on en arrive toujours au même constat, c'est qu'on est effaré du manque d'éducation sexuelle des adultes. On voit des gens qui arrivent dans nos cabinets, qui sont chefs d'entreprise, ils ont un chien, un poisson rouge, ils sont mariés, des enfants, et ils ont le niveau d'éducation sexuelle de jeunes ados. Pourtant, ils ont vu plein de scènes, dans le porno, il y a plein de scènes, c'est pas ça qui fait l'éducation sexuelle. Ça peut alimenter l'univers fantasmatique. C'est pas le premier à nous en parler dans cette émission. Et donc, du coup... qu'est-ce que c'est que le contrat de couple déjà? Ils n'ont pas peu d'éducation sexuelle. Donc le contrat de couple, c'est le non-passage à l'acte sexuel avec un autre partenaire. C'est juste ça le contrat de couple? Ou est-ce que c'est un petit peu plus subtil? Est-ce que si j'ai pris les transports en commun et que j'ai vu quelqu'un qui m'a donné chaud, qu'est-ce qui se passe quand je rentre à la maison et qu'on me dit comment s'est passée ta journée? J'ai eu une réunion tout à l'heure et c'est bien passé. Et toi, ta journée, c'était comment? On s'autorise pas à se parler. C'est comme les 5 langages de l'amour. Moi, en sexo, j'ai un repère que j'aime bien. Il y a une sexothérapeute américaine qui s'appelle Jaya qui a développé quelque
quelque chose au niveau des profils érotiques. En France, ça a été repris par une amie qui s'appelle Laura Pinson. Oui, j'étais sûre que vous alliez la nommer, que nous avons reçu au moins 4 ou 5 fois ici dans cette émission. Et Laura, j'aime beaucoup son travail. On embrasse d'ailleurs Laura Pinson. Voilà, bonjour Laura, si tu nous écoutes, je t'enverrai le lien pour l'émission. Et donc du coup, voilà, est-ce qu'on s'est parlé de nos différents profils érotiques, hein? Est-ce que si moi je suis sur un profil érotique que Laura appelle éthéré, c'est-à-dire que j'aime le tantra, j'aime le slow sex, j'aime toutes les sexualités en conscience, et que mon partenaire fonctionne beaucoup avec les fantasmes, avec l'imaginaire, etc., et ben à cet endroit-là, peut-être qu'on a du mal à se rencontrer à cet endroit-là. Par contre, on peut se rencontrer à plein d'autres endroits dans notre sexualité. Elle peut être créative, elle peut être joyeuse, etc. Alain Héril, pour le citer à nouveau, bonjour Alain aussi, il dit souvent que les personnes qui ont des sexualités épanouies, c'est pas les personnes qui ont une sexualité, mais qui ont des sexualités. Ça veut pas forcément dire en quantité, mais ça veut dire, pardon, je vais utiliser des gros mots, en énergie. Hein, en la manière de se rencontrer, en termes de sensualité. Pardon, j'ai encore des gros mots, surtout pour les hommes. La sensualité, c'est un mot qui est peu usité par les hommes. Mais du coup, est-ce qu'on s'est parlé de tout ça? Et souvent, ce qui manque, il y a Guillaume... On se met trop de pression, en gros. Et on s'imagine qu'il y a n'ose que plus ça. se parler. On pense, les couples, ils viennent me dire, nous, on se connaît par cœur, on a beaucoup d'intimité, etc. C'est pas ça, l'intimité. L'intimité, c'est d'arriver à se dévoiler à des endroits qui peuvent nous mettre en difficulté, sans que... on découvre que l'autre regardait du... Très bien, c'est une opportunité. Esther Perel a écrit ce bouquin, Je t'aime donc je te trompe. Et donc du coup, finalement, qu'est-ce que tu es allé chercher à cet endroit-là? En quoi c'est différent? En quoi il y a quelque chose que je ne peux pas t'apporter? Donc c'est des sujets passionnants à discuter entre couples. Alors j'espère que Anne-Sixtine va se souvenir de ce qu'elle allait répondre maintenant, puisque c'est l'heure de se séparer quelques secondes, les amis, en compagnie de Daniel Balavoine. Sauver l'amour, mission impossible, interrogation. À tout de suite. Sur le gange, la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Danse en douceur, croit qu'il peut exorciser la douleur, puis lentement quitte les transes en douceur, alors revient dans sa conscience la douleur, au fond de lui sans cette peur immense, de voir mourir ce sentiment d'amour intense.
votre émission Quête de sens, comment vivre avec une personne accro au porno. On en parle avec mes 3 invités du jour. Anne-Sixtine Perardel, qui est sexothérapeute conseillère en vie affective et sexuelle, qui a monté un groupe de parole dédié justement aux conjointes qui souffrent des conséquences de cette consommation de pornographie dans leur couple. Vous avez publié Révolutionner sa vie affective chez Artege. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Boulanger, psychopraticien intégratif et sexothérapeute. Et enfin, nous sommes en ligne avec Emmanuel, qui justement souffre de cette addiction au porno dans son couple, à savoir son mari, qui lui a avoué il y a 10 ans qu'il était accro. Il a fait des... Alors, c'est ça que je voulais savoir, parce que sur mon papier, il est écrit que votre mari a fait des tentatives, c'est ça, au départ, de son côté, pour s'en sortir, oui. Emmanuel ? Oui, c'est ça. En fait, il a été voir plusieurs personnes. On avait été voir un sexologue, tous les deux. Ouais. Il le prend en individuel aussi. D'accord. Et puis, on a déménagé, donc on a arrêté. Et puis, il avait été voir en visio une autre personne. Alors, je crois qu'Anne-Sixtine pourra retrouver. C'est un monsieur qui fait ça. À distance. Et pareil, ça n'a pas abouti. Mon mari a arrêté. Et là, en fait... En début d'année, ça a été assez compliqué dans notre couple et j'ai fait beaucoup de recherches pour moi. D'accord. Et en fait, c'est là où j'ai découvert Anne-Sixtine et ce qu'elle faisait, son groupe de parole. Ouais. Et en fait, je me suis dit, pour une fois, je vais penser à moi et je me suis inscrite à ce groupe de parole pour comprendre, pour pas être seule, parce que comme elle disait, on se sent seule. On n'en parle pas à tout le monde, forcément. Ouais. Donc, ne pas me sentir seule et comprendre mieux l'addiction, l'impact que ça a sur moi et comment je peux me reconstruire après ça, quoi. Alors Emmanuel, pardon de vous demander cela, mais comment vous vous sentez le jour où vous tombez de votre chaise, le jour où votre mari vous apprend qu'il est addict, qu'il est accro au porno, comment vous sentez-vous dans les jours, les semaines, les mois qui suivent cela? Trahi d'abord, peut-être? Ouais, trahi. Mais surtout, je me sens nulle. Pourquoi ? Dans le sens où je me dis, en fait, s'il est encore obligé de regarder du porno, même si on est mariés, c'est que je comble pas son désir correctement. Et du coup, qu'est-ce qu'il regarde chez les autres et que moi je lui apporte pas ? Est-ce que c'est physiquement ? Est-ce que c'est sexuellement ? Est-ce que c'est émotionnellement ? Et ça a été très compliqué pour moi. Ouais, du coup, vous avez voulu changer ? Vous avez voulu faire quoi ? Vous adapter, à faire des... Vous vous êtes fait des nœuds au cerveau, surtout, j'imagine ? En fait, j'ai eu vraiment une perte de confiance en moi. Ouais. Plus qu'avoir envie de changer complètement, parce que c'est pas ma façon d'être. Donc en fait, je me sentais ridicule si j'essayais de faire quelque chose qui n'était pas moi. Et forcément, il le ressentait aussi. Ouais. Mais voilà, c'était mon corps, en fait, il apporte pas le plaisir, il ressent pas le plaisir comme mon conjoint le voudrait. Et donc ça a été très compliqué. Et le groupe de parole d'Anne-Sixtine m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais. Beaucoup. Ouais. C'est une énorme souffrance, Anne-Sixtine, hein, ce que traverse notamment Emmanuel, Emmanuel et toutes ces femmes. Exactement, et cette culpabilité qu'elles ressentent. De se sentir nulle quand même. De se sentir nulle, c'est extrêmement violent. Et pour certaines, en fait, qui parfois ont une estime de soi un peu fragile ou qui dépendent beaucoup de leur conjoint, ou qui n'ont pas forcément beaucoup approfondi, la découverte, cette crise de couple qui apparaît avec la découverte de la consommation de pornographie de façon addictive, hein, c'est vraiment, là, il y a vraiment un cap où il y a une nécessité de regarder du porno, eh bien vient blesser en profondeur le regard qu'elle porte sur elle-même. Et c'est pour ça que moi quand j'ai compris ça dans mon cabinet, en individuel avec chaque femme, je me suis dit, il faut vraiment qu'elles entendent que cette blessure, elles ne sont pas seules à le ressentir. Ouais. Et c'est pas elles le problème. Moi, tout mon travail, c'est aussi de rappeler que l'addiction, cette consommation, elle l'a dit elle-même, Emmanuel, il a découvert le porno à 12-13 ans. Donc la consommation de porno addictive a commencé un peu plus tard, mais c'était bien avant même qu'il se marie. Et elle a découvert ça, il était déjà bien lancé dans cette consommation. C'était pas elle, fondamentalement, d'abord le problème.
Après, la question du couple va pouvoir réveiller certains dysfonctionnements, certaines difficultés peut-être à gérer ses émotions, à s'exprimer, à s'aimer soi-même. Mais on va dire que la crise va venir révéler quelque chose qui avait été mis sous silence et un peu comme un mode de double vie. Moi, l'image que j'utilise parfois dans mon groupe de parole, c'est de dire c'est comme si vous viviez avec un conjoint qui a une maladie profonde, grave, comme un cancer, mais qu'il était tout seul à le vivre. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de juger non plus les consommateurs de porno, ceux qui sont addicts, etc. C'est de se dire, ils vivent avec quelque chose qui les empêche aussi pour certains de se confier, tellement ils ont honte eux-mêmes de leur comportement. Et l'enjeu du couple, ça va être de passer cette crise. Et c'est pour ça que vraiment, je me suis spécialisée aussi sur cette thérapie de couple et d'accompagner ces couples confrontés à cette difficulté, parce que c'est vraiment vécu comme une infidélité, et donc avec toutes les conséquences que ça a de devoir réparer la confiance, devoir réparer la sexualité parfois s'il y a du dégoût qui apparaît, etc. etc. Donc je pense qu'on a eu tendance à déjà minimiser l'impact de la pornographie de manière globale. Maintenant qu'on parle un peu plus de l'addiction au porno, j'ai envie de parler et autour de cette addiction, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, notamment de ses conjointes, confrontées à ça, par ricochet, mais ricochet. Et quand on est catho, c'est encore plus compliqué, juste pour clore cette petite parenthèse. Oui, parce qu'on a un cadre moral qui est donné par l'Église. Et donc, pour certains qui sont très pratiquants, le fait d'agir de manière contraire à ce que l'Église propose, comme chemin... C'est surculpabilisant. Eh bien... multiplie la culpabilité. C'est pas forcément juste, mais de fait, cette dissonance entre le cadre moral qu'ils ont et leur action est très douloureuse pour certains, et ça engendre encore plus de honte. C'est pour ça qu'ils ont du mal à demander de l'aide. Moi, c'est pour ça que je dis, mais voilà, maintenant que c'est dit, je parle de la honte parce que c'est vraiment intrinsèque à cette consommation. Donc maintenant qu'on a parlé de la honte, on peut passer au-dessus et aller en parler avec des professionnels. Vous me disiez un petit peu la même chose. Enfin, c'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure, avec cette femme qui avait l'impression d'avoir été trahie parce que son mari se masturbait. C'est un peu lié à ça, mais ça rajoute encore plus la couche morale supplémentaire, rajoute encore la culpabilité, donc rajoute encore plus de l'enfermement. C'est ça, en fait. Et la question, c'est, vous voyez, j'imaginais, est-ce que vous auriez pu sauver, par exemple, le mari d'Emmanuel ? Est-ce qu'on s'en sort quand même individuellement ? Je sais qu'on sort un tout petit peu de notre sujet. Mais vous voyez, quelqu'un qui écoute l'émission, une conjointe, qui oui, mais alors, Montesquieu posait la question, est-ce que mon mari va s'en sortir ? Est-ce que notre couple, et surtout mon mari, va s'en sortir ? Oui ou non ? Quand on est vraiment addict. Juste, pardon, c'est un détail, mais j'espère que j'aurai jamais la prétention de sauver qui que ce soit. Ça, c'est pas mon métier. En revanche, là, je reviens là-dessus. Là, moi, ce que j'ai entendu, mari de madame a dit qu'il était en souffrance, a dit qu'il avait besoin d'aide. Ça, c'est ses mots. Donc lui, il a vraiment besoin d'aide. Moi, ce que je constate encore une fois, c'est à partir de quand on parle d'addiction ? Pour moi, c'est déjà, pour faire très simple, même s'il y a beaucoup d'autres critères, il y a les 5C, il y a l'acronyme ACRO, là, sur l'amour, l'amitié, sur les capacités, sur le corps, sur les revenus, sur les obligations légales, tout ce qui peut indiquer qu'il y a des conséquences dans la vie de la personne, mais surtout, est-ce qu'il y a souffrance ou pas ? Donc, est-ce que quand il y a de la souffrance en lien avec la consommation de pornographie, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Oui. Il y a plein de manières de s'en sortir. Il y a beaucoup. Moi, je tente d'être le plus intégratif possible. Donc, je sais que ce qui pullule et ce qui est le plus présent, c'est des approches très comportementalistes, très solutionnistes, et j'ai pas du tout envie d'opposer les approches. C'est très bien. Il y a des méthodes. Je pratique la Gestalt thérapie, donc c'est vrai que c'est pas mon métier d'être dans quelque chose de très solutionniste. Même si j'ai quand on est sexothérapeute, on propose plein de prescriptions de tâches, on propose plein de choses à expérimenter pour les couples, à lire. Voilà. Mais c'est vrai que est-ce qu'on peut s'en sortir ? Alors déjà, pour les personnes qui nous écoutent, oui. D'accord. Mais au moins que ce soit dit. Parce que... Oui, et comme de toute addiction. Et en revanche, les différentes manières de s'en sortir, elles passent, selon moi, par un travail assez holistique, par un travail sur soi. Moi, je dis souvent, alors peut-être pas au premier rendez-vous, mais j'aime bien dire que dans chaque problème, il y a une opportunité. Moi, je trouve que la sexualité, c'est un endroit où on peut mettre du beau, où on peut mettre de la conscience, c'est un beau lieu d'amour, c'est un beau lieu de rencontre, ça peut être un lieu de créativité, ça peut être un lieu artistique, on peut y faire plein de choses, donc ok, il y a un problème sexo, il y a un problème de consommation de porno, il y a un problème de perte d'érection, de vaginisme, d'éjaculation précoce, de trauma, etc. Tout ça, c'est l'occasion de mettre de la conscience sur qui on est. Et par exemple, une chose dans tout ce que j'ai entendu là, qui me semble importante, c'est nous ne sommes pas tous égaux
face au niveau de sécurité relationnelle quand on est en couple. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes, je vais prendre les deux extrêmes, qu'il y a certaines personnes qui sont candolistes, qui aiment voir leur partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ou lui parler de ses anciens partenaires, ou aller en club échange, ou je ne sais quoi, mais qui est à l'aise à l'idée que son partenaire puisse avoir du désir pour quelqu'un d'autre, ça ne le met pas en insécurité, voire alors même... Que d'autres, c'est une alors que d'autres, quoi. juste envisager que son partenaire puisse penser à quelqu'un. Et donc l'autre, c'est masturber tout de suite, c'est de la trahison. Ouais. Donc nous ne sommes pas tous égaux face aux besoins de sécurité. Donc, on travaille sa sécurité, si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Alors, la travailler, je ne sais pas, mettre de la conscience, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé cette thérapeute un jour qui avait fait un témoignage, qui s'est dit, mais moi j'ai essayé le polyamour parce que je m'étais dit que c'était comme un niveau à Candy Crush qu'il faudrait débloquer parce que quand on est suffisamment en sécurité, il faut laisser l'autre. J'ai essayé. Eh bien non, en fait, c'est trop souffrant pour moi parce que on part pas en termes de. Moi, je bosse beaucoup avec la théorie de l'attachement, donc on n'est pas toutes et tous au même endroit en termes de rapports abandonniques, de trauma d'attachement, etc., blessures d'attachement. Et donc, du coup, on n'est pas tous égaux face à ça. Donc, ça peut être très intéressant de questionner ça et de regarder, mais toi, mais si j'essaye de te rejoindre, de visiter un peu ta carte du monde, mais toi, t'es super en insécurité à l'idée que je me sois masturbé. Mais ça alors, parce que moi, tu sais, si tu me dis que tu te masturbes, je vais être content pour toi, je vais trouver que c'est chouette. Et donc, il n'y a pas du mieux ou du moins bien, il n'y a pas à travailler, il n'y a pas à débloquer des niveaux, mais est-ce qu'on arrive à s'en parler? Est-ce qu'on arrive à mettre des mots dessus? Ce qui est, souvent, les couples s'en sont pas parlé, n'ont pas osé pendant des années, et d'un coup, en effet, ça explose, et c'est le grand drame, juste parce qu'on n'a pas osé mettre des mots sur nos émotions. Ça vous parle? Ça fait écho à ce que vous observez, à toutes vos réflexions, au fond, que vous faites au quotidien avec tous ces témoignages, Anne-Sixtine? C'est vrai que cette question de la crise comme une opportunité, elle est toujours, moi j'ai une invitation en tout cas, à aller visiter ce qui a pu être caché ou qui n'était pas en conscience, en lumière justement depuis des années parce que il y avait un système qui fonctionnait bien. En fait, moi ce que j'explique aussi, c'est que la crise apparaît à un moment donné où le fonctionnement qu'on avait jusqu'à maintenant, il y en a un qui est addict, l'autre qui fait autre chose, qui n'a pas confiance en lui, peu importe le système, mais qui fonctionnait pendant un temps et il suffit qu'il y ait des difficultés autour qui se rajoutent et là, ça devient compliqué de continuer à durer, à perdurer avec le système qu'on avait créé. Donc, il va falloir changer de système. Et c'est ce changement de système, d'équilibre de couple, etc., qui va rendre les choses à un moment donné un peu douloureuses, mais qui ouvre la possibilité d'être plus vrai, plus fidèle à soi, plus fidèle à l'autre, plus ouvert à une relation qui soit épanouissante et qui nous respecte dans tout ce qu'on est, sans secret particulièrement. Il y en a un qui croit encore en l'amour, en tout cas c'est François Dieudonné, qui est à la tête de la programmation musicale exhaustive et excellente de cette radio. Bob Marley, bien sûr, sur cette antenne et dans cette émission Quai de Sens. On se retrouve juste après Comment vivre avec une personne accro au porno. À tout de suite. Every day and every
that table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Just provide a break. Is this love sur Radio Notre-Dame RCF. Être couple, c'est du boulot. Pourtant, répond, poum. L'ambiance est un peu cassée. Mathieu Boulanger, je plaisante évidemment. C'est une aventure, donc, si c'est du boulot. Psychopraticien, que vous êtes intégratif et sexothérapeute. Anne-Sixtine Parardel, qui est également sexothérapeute, conseillère en vie affective et sexuelle, qui a monté un groupe de parole dédié aux femmes qui souffrent des conséquences de la pornographie dans leur couple. Comment vivre avec une personne addicte au porno? C'est le sujet du jour dans cette émission. Nous sommes en ligne avec une témoin, Emmanuelle, dont le mari est toujours concerné par cette addiction. En est-il sorti maintenant? Vous ne nous avez pas répondu, Emmanuelle, en fait, aujourd'hui. Est-ce que ça va mieux? Oui, écoutez, ça va beaucoup mieux grâce à Anne-Sixtine, qui le suit en individuel. D'accord. Et il y a eu... je suis consciente qu'il y aura probablement des rechutes, mais lui qui, depuis, ça doit faire à peu près 25 ans qu'il est accro, il n'avait jamais réussi à passer plus de 3 semaines sans regarder du porno. Il a réussi à passer plus de 100 jours. Ah oui, il y a quand même un énorme progrès. Enfin, Il y a quand même un énorme progrès. J'imagine. Donc oui, pour confirmer ce que disait... Et votre couple va mieux? Notre couple est en reconstruction. Je vais répondre ça. C'est-à-dire, en 2 mots, c'est-à-dire que moi, il faut que je reprenne à se faire confiance. Ouais. Parce que ça a été très compliqué. Et qu'il faut que j'apprenne moi aussi à m'écouter, à prendre conscience de mon corps, à ce que je veux aussi dans ma vie pour moi. Et donc voilà, donc c'est un travail difficile parfois, mais très intéressant parce qu'on se redécouvre en fait. On réapprend à se redécouvrir. Et c'est... Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez positif, donc je le vois comme une opportunité de grandir, de faire grandir notre couple. Il y a un livre qui me vient en tête qui s'appelle « La perle naît d'une blessure de l'huître ». Et du coup, je trouve que j'espère en fait que cette blessure qu'on a vécue avec mon conjoint permettra justement de faire sortir une perle et que notre couple soit encore plus beau, plus soudé, plus uni après ce qu'il aura vécu. On vous le souhaite en tout cas, vivement, Emmanuelle. C'est vrai qu'on se posait la question justement, ça tombe bien, elle tombe à point nommé, cette réflexion de votre part, Emmanuelle. Je m'adresse à vous, Anne-Sixtine Parardel, vous disiez à quel moment consulter? Souvent c'est trop tard, les femmes sont prises entre le boulot, les enfants, le conjoint, les rythmes, les sorties, etc. C'est une erreur en fait. Il faudrait prendre le temps. C'est pas ne pas avoir, c'est prendre soin de soi et prendre le temps de prendre soin de soi. En fait, c'est presque une question de priorité. C'est-à-dire que, surtout quand on est confronté à n'importe quel type d'épreuve ou n'importe quel type de crise, c'est de se dire, en fait, surtout si j'ai des enfants, plus je vais m'aider moi-même, plus je vais être disponible pour mes enfants. C'est pas l'inverse, c'est pas plus je vais être disponible pour mes enfants, plus un jour je serai peut-être disponible pour moi. Et on a tendance un peu à... C'est le coup du masque dans l'avion, n'est-ce pas? On n'a pas trop le choix. Et de fait, je comprends aussi, c'est parfois très lourd de devoir gérer des enfants qui sont plus ou moins grands, avec plus ou moins de difficultés, beaucoup de travail peut-être pour certains, etc. Et en même temps, tout ça à la force du poignet, on voit bien que c'est trop douloureux et qu'à un moment, le risque, on voit l'explosion aussi des burn-out aujourd'hui, ça se joue dans le travail, mais ça se joue aussi dans la manière de gérer de manière globale sa vie. C'est-à-dire que tout est fait à la force du poignet, marche ou crève, et cette difficulté-là, malheureusement, quand une crise apparaît et qu'elle est trop dure, le marche ou crève, il marche plus. Et donc, soit on s'effondre, et c'est cette peur de s'effondrer qui fait en sorte que beaucoup, notamment de femmes, vont repousser le fait de se faire aider. Et elles repoussent en se disant, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Je pense que c'est là où il y aurait peut-être besoin justement d'être prise en charge. C'est au moment où je me dis, là, il va falloir que je rentre en mode automatique, en mode robot. Et là, les conséquences sur le long terme, elles peuvent être difficiles. Et plus on attend, je dis souvent, c'est comme pour l'addiction, plus on attend, plus ça s'ancre. Donc,
Vaut mieux C'est sortir vrai, ça, le... Mathieu. Oui, alors déjà, vous aurez compris quand Anne Sixteen disait que tout est fait à la force du poignet, c'était pas un mauvais jeu de mots, n'est-ce pas Bravo Mathieu. Voilà, ça Merci. c'est fait. La deuxième, 2 points pour vous. Trêve de oui, blague. je crois que on en parlait à la pause. Là, moi, j'ai beaucoup écouté une femme qui s'appelle Aruna Lipschitz, qui m'a beaucoup inspiré et qui disait mais le couple, c'est du boulot. Le couple, c'est vraiment du boulot. Le fait de vivre ensemble dans la même maison et que les assiettes ne volent pas dans les cuisines, ça n'a rien d'intuitif. Donc souvent, ce qui se passe, comme on ne fait pas ce boulot assez majoritairement, eh ben, on planque les trucs Le boulot sous le de quoi, tapis. de quoi Le boulot de conscience, le boulot de se parler de qu'est-ce qu'on... Alors moi, dans mon métier, il y a la version romantique, je me suis mis en couple parce qu'il m'a beaucoup plu, il sentait bon le sable chaud, elle, je l'ai trouvée tellement belle, oh là là, et les contes de fées, etc. Ça, c'est la version très romantique. Moi, dans mon métier, on a une version qui est un peu moins romantique de pourquoi on se met en couple, qui est qu'on se met en couple parce qu'on a vécu des petites blessures d'attachement et qu'on vient les rejouer, on vient rejouer des scénarios, on vient rejouer des choses qu'on a vécues dans nos relations. Je crois. Stress, oui. Ouais. Et c'est bien de mettre de la conscience dessus. Qu'est-ce qu'on vient jouer, hein? Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est bien de mettre de la conscience sur tiens, c'est quoi ce scénario qu'on est en train de jouer? Qu'est-ce qu'on vient réparer? Très souvent, une blessure répond à une autre, enfin, fait écho à une autre. En tout cas, on a un besoin de réparation. Nous, en Gestalt, ce qu'on appelle les Gestalt inachevés, des choses qu'on n'a pas bouclées, qu'on a besoin de venir réparer. Et le couple, c'est un haut lieu de la réparation. Mais ça peut aussi être un lieu où on vient remuer un couteau dans une plaie. Quelqu'un qui a été s'est senti abandonné par sa mère ou son père, enfin les schémas un peu classiques, va tomber va comme par hasard tomber amoureux, va se rapprocher d'une personne qui elle aussi a été abandonnée. En tout cas, on peut éclairer ce type, c'est l'exemple que tu donnes, mais on peut éclairer des types, des patterns, hein, des scénarios qui se répètent comme ça, qui se rejouent. Hein, ça peut être insidieux, ça peut être des petites choses, mais en tout cas, le couple, c'est un haut lieu de ce type de répétition. Donc, c'est bien de mettre de la conscience dessus, et c'est bien de mettre de la conscience sur sa sexualité. Ouais. Hein, si moi, j'ai tel ou tel fantasme, hein, moi, j'avais fait, il y a plusieurs années maintenant, mais un stage d'une semaine chez Indigo Formation, une excellente école de formation sexothérapie que je vous recommande d'ailleurs. Bonjour Anne, bonjour Alain. Et chez Indigo Formation, j'avais fait il y a plusieurs années un stage qui s'appelait Sexualité, culture et religion. Hein, donc il y a un prêtre qui est venu, il y a un imam, il y a un rabbin, on a parlé avec eux, etc. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion qui était de dire, mais finalement, quand on est croyant et qu'on a, comme ça, hein, tu le rappelais Anne tout à l'heure, hein, des valeurs qui sont dictées, tu dis, mais dans la religion catholique, à peu de choses près, dès qu'on sort de la sexualité à vocation reproductive, hein, pardon, je vais faire un peu de poésie, mais c'est le début des emmerdes. Mais là, tout de suite, hein, il y a un poids de la culpabilité, il y a un poids de la honte. Et donc, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a oublié que la sexualité, dans l'Église catholique par exemple, était un lieu exceptionnel. Enfin, on a été créé pour ça. On ne le dit plus tellement, ouais, c'est sûr. Mais de fait, ça a été une redécouverte, je pense, de ces dernières années, avec notamment la redécouverte de la théologie du corps de Jean-Paul II et des choses comme ça qui ont invité à reprendre le sujet de la sexualité et de la religion comme étant un lieu où c'était beau, en fait, pas juste des contraintes de il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, parce que là c'est glauque et plus personne n'a envie de faire l'amour. On est d'accord. Mais dans le beau, ça dépend ce qu'on met derrière, mais ça peut être moralisant le beau aussi. Ça le problème. Hein. C'est la limite de la théologie du corps de Jean-Paul II, point d'interrogation. En ou fait, pas l'enjeu, ça va être non pas juste de faire quelque chose de beau et d'esthétique. Bon, j'ai l'impression de jeter des boules dans la mare, là, pardon. Ah non, mais c'est génial. C'est des sujets dont il faut parler. En fait, je pense que cette question du beau, c'est pas juste une question d'esthétique, etc. C'est de se dire, on aspire tous à quelque chose de génial. On a envie d'être aimé profondément, on a envie d'être heureux dans notre vie, on a envie d'être heureux dans notre vie. On a le droit d'être coquin ou pas quand on est catho? Mais bien sûr, évidemment. Et coquin, ça dépend. Après, coquin, si ça veut dire vulgaire, non, c'est pas ça l'intérêt. Mais coquin, ça va être rentrer dans la sensualité, ça va être aller séduire l'autre, être dans cette logique de désir sexuel aussi. On va pas, c'est pas juste, tiens, est-ce que tu as envie de faire l'amour? Bon, ben on y va. Enfin là, c'est sûr qu'il y a plus grand monde. Exactement. Mais on a vraiment une invitation à redécouvrir ce que ça peut être l'intimité, mais ça demande beaucoup de confiance en soi. Ouais. Et ça demande aussi beaucoup de confiance en l'autre. Et vous voyez, cette capacité à aller toucher les lieux où je me sens un peu vulnérable. Et la sexualité, c'est le lieu où on se sent vulnérable. Et en plus, si on a été blessé, on parlait des violences sexuelles tout à l'heure, si on a vécu avec un peu de porno, donc des images et des croyances sur la sexualité dont on ne sait plus trop faire le vrai et le faux, etc., eh bien,
on va avoir des difficultés à dialoguer. Et c'est là où l'accompagnement d'un thérapeute, d'un sexologue, etc. va être utile. C'est que le regard extérieur aussi d'un professionnel permet de sortir un peu de la dyade, vous savez, de ces deux qui se regardent, qui savent plus quoi faire et qui sont coincés dans leurs problèmes et qui ont parfois besoin d'une petite prise de recul. Et ben, c'est ça l'objectif. Pour dédramatiser, etc. Et reprendre les choses en place. Bombe, exactement. Voir ce qui fonctionne, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui fonctionnent, qu'on voit peut-être plus d'ailleurs par moment avec les crises. Et voir quels sont les endroits où il faut remettre un peu de liant et de fluidité pour que ça puisse avancer. Emmanuel, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez au fond de votre mari maintenant que vous vous sentez en fait accompagné, un peu pris en charge, si je puis dire, par les bons soins d'Anne-Sixtine Perardel et de ce groupe de parole et de sa thérapie. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez pour votre couple et votre mari ? Et pour vous ? Une grande question là. Une grande question. Alors pour mon mari, c'est qu'il arrive à, comme disait Anne-Sixtine au début, c'est qu'en fait, une addiction à la pornographie, en tout cas pour mon mari, ça a été qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions d'une autre façon. Ouais. Donc c'est apprendre pour lui à accueillir ses émotions déjà, ouais. et à savoir les gérer d'une autre façon sans rentrer dans une autre addiction. Parce que c'est aussi le risque, c'est que du coup j'ai plus au porno, mais j'ai cherché la dopamine dans la clope, dans l'alcool, etc. Donc c'est trouver une solution saine pour lui, pour ne plus avoir besoin de cette addiction-là. Pour notre couple, eh bien qu'on arrive justement à discuter plus facilement notre sexualité, de ce qu'on attend l'un de l'autre et qu'on puisse combler l'un et l'autre les désirs et les fantasmes éventuellement de chacun. Et puis pour moi, ça a été reconstruction de ma façon de me voir, de voir mon corps, réapprendre aussi toute la vie affective et sexuelle, etc., qui m'a fait défaut. J'en suis consciente, je l'ai jamais appris. Donc, ce que disait Mathieu Boulanger tout à l'heure, ouais. Exactement. Alors moi j'ai une question, alors je vais peut-être vous choquer, Emmanuel, je vous la pose également, c'est est-ce que peut-être que, après par exemple un accompagnement chez Anne-Sixtine ou chez Mathieu, par exemple les conjointes, si elles apprennent à se faire plus confiance, et à faire plus confiance aussi à leur conjoint, est-ce que de partager peut-être ses fantasmes à son conjoint, est-ce que ça peut peut-être rééquilibrer les choses ? Vous souriez Mathieu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça, vous voyez, comme reprendre un petit peu est-ce que ça peut améliorer les choses ? Alors, je vais te donner une réponse de Normand, j'en sais rien. Ça dépend, j'ai pas envie de partir dans l'absolu que ce serait une bonne chose. Je crois que ça peut être, oui, ça peut être une solution. Pour pas laisser peut-être les auditeurs avec des débats sur le porno un peu général, leur proposer des choses. Je crois que les choses intéressantes, ça peut être en effet de consulter un sexothérapeute quand ça va. Pas besoin d'attendre d'être en crise pour aller voir un sexothérapeute et dire ça va bien. D'accord. Et on aimerait mettre de la conscience sur qui on est. On aimerait parler de sexualité, on sent qu'on ce serait bien un tiers pour parler de sexualité, parce que parfois on n'ose pas. Vous allez un peu nous aider à nous tirer les verres du nez sur ce sujet, parce que c'est un sujet, ne pas hésiter. Et puis peut-être, le porno, encore une fois, c'est quelque chose de très visuel. Et la sexualité, on peut mobiliser plein de sens. Tout à l'heure, Anne parlait de sensualité, etc. Peut-être, moi je suis très inspiré, comme beaucoup de thérapeutes, par toutes ces formes de sexualité que j'englobe j'utilise ce terme de sexualité méditative que j'oppose à la sexualité que moi j'appelle excitatoire. Donc toutes ces formes, le slow sex, le tantra, la sexualité taoïste, la sexualité consciente, la sexualité sacrée, la sexualité douce, il y a plein de termes. Je recommande souvent ce très bon bouquin de Diana Richardson qui s'appelle Slow Sex, mais il y a aussi celui de Barry Long, Faire l'amour de façon divine, ou Laisser faire l'amour de Stéphane Bazet. Voilà, tous ces livres-là, c'est peut-être aller explorer en couple. Il y a Dominique Bouilly qui propose des stages qui sont très très bien, des stages de tantra pour les couples. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas d'excitation. C'est des stages pour apprendre à se toucher, pour apprendre à se rencontrer. Donc peut-être souvent ce qui se passe aussi quand on se masturbe, c'est que tout est, je vais encore utiliser des gros mots, tout est un peu concentré au niveau du premier chakra, c'est-à-dire la zone du sexe, du périnée, etc. Donc comment apprendre à diffuser un peu l'excitation dans tout le corps, et comment apprendre à se toucher dans la rencontre. Donc voilà, l'éducation corporelle, j'aime beaucoup cette citation que je vous ai amenée de Paul Valéry. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau.
Donc de C'est Paul réapprendre Valéry qui a à se dit toucher. ça. C'est Bah, Paul écoutez, Valéry. merci Mathieu Boulanger. Vous voyez, on en Avec apprend plaisir. tous les jours dans cette émission que j'ai la joie d'animer. Moi avec mes gros mots. Bref, Anne-Sixtine, une petite conclusion en 2 secondes, peut-être un conseil pour les personnes qui nous ont écoutés, qui se sentent démunies. Eh Un bien, couple. peut-être déjà oser parler de pornographie dans son couple. D'accord. Peut-être se dire, bah voilà, je sais pas si mon conjoint consomme du porno. Posez la question. Poser la question. Pas Voilà. forcément. Au lieu de regarder une si on série n'a pas envie, Netflix. si on n'a pas envie d'entendre la réponse, on la pose pas. Mais en fait, si on a envie d'avancer sur ce sujet et si on se dit, bah en fait, maintenant on a une solution, il y a des sexothérapeutes en fait qui prennent en charge, etc. Il y a peut-être un enjeu de savoir un peu où on en est par Où on rapport en à est. notre intimité. Et c'est on. Bravo. C'est pas juste le conjoint ou moi. Le on. Bravo. Ce sera le mot de la fin. Bravo parce que ce sera le mot de la fin. Merci Anne-Sixtine Perardel et votre livre Révolutionner sa vie affective chez Artege et surtout votre groupe de parole dédié aux femmes justement qui sont empêtrées dans ce phénomène de la pornographie dans leur couple. Merci infiniment Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci beaucoup pour votre témoignage et enfin merci à Mathieu Boulanger. Merci infiniment les amis. Très bonne soirée à tous.